que Mikhail Gorbatchev est mort, dernier président de l'URSS, de l'Union soviétique. Mikhail Gorbatchev, une réaction à la poésie. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev, pour moi, c'est un très grand leader, c'est un homme extraordinaire. C'est grâce à lui que, en fait, moi je dis toujours grâce à lui que tout s'est passé, parce que c'est lui qui a ouvert la porte. Aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas très aimé en Russie parce qu'on lui reproche la perte de cette Union soviétique, mais ce n'est pas vrai parce qu'il a libéré l'Union soviétique. Il a libéré les soviétiques et notamment tous les 15 républiques comme Ukraine, Kazakhstan, Ouzbékistan, les pays baltes. C'est grâce à ça que le monde a changé. Après, comment l'Occident a géré, c'est une autre affaire. Mais moi, je peux vous dire que ça me touche personnellement parce que je l'ai connu personnellement. J'ai passé une semaine avec le couple Raïssa Maximovna et Mikhail Sergeyevich. Dans quel contexte ? Moi, j'étais leur interprète, parce que j'ai travaillé en tant qu'interprète et je suis restée avec eux. On a quand même eu il était beaucoup en réflexion, parce que c'était en 96 en France. Et il réfléchissait beaucoup sur... il était en fait toujours, tout le temps, en train de se poser des questions. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Donc, avec... Alors, et voilà, et c'est une perte énorme, en tout cas pour l'histoire mondiale. Vous avez, Sergueï Girnov, travaillé dans l'administration de Mikhail Gorbatchev à l'époque où vous étiez, d'ailleurs tout au long de votre courte vie professionnelle en Russie. Vous avez été dans la télévision publique, présentateur de télévision à la télévision publique d'État dans les années 80, et puis vous êtes rentré au KGB à la fin des années 80. Il restera dans l'histoire le père de la perestroïka. Voilà un homme qui est monté au sommet de la Russie soviétique communiste, et lorsqu'il a été au sommet, et seulement lorsqu'il a atteint le sommet, il a dit « je vais changer le système ». Voilà, exploser le système. Il a inventé ce concept de la glasnost, c'est de la perestroïka, c'est-à-dire en gros de la fin de l'Union soviétique. Oui, c'était un secrétaire général. D'ailleurs, il est venu au pouvoir en 1985, suite à 3 changements qui étaient un peu vieillottes, parce qu'en fait, Brejnev est mort en 82. Il a été remplacé par Andropov, qui était aussi vieux et malade. Donc, il est mort 1 an et demi après. Après, c'était Tchernenko qui a repris sa place. Et on appelait ça le quinquennat des funérailles, des funérailles pompeuses, parce qu'on enterrait les secrétaires généraux. Et donc, Mikhail Gorbatchev, c'était quelqu'un qui a été perçu tout de suite comme quelqu'un de révolutionnaire parce qu'il était jeune. Enfin, jeune pour la politique en Russie, parce qu'il avait 50 ans. Donc, il avait 50 ans. C'est quelqu'un qui pouvait parler très longtemps, sans papier, parce que tous les autres lisaient le papier, et encore quand ils lisaient le papier, ils se trompaient souvent. On se souvient, à Bakou, Brejnev a commencé, il a lu pendant 15 minutes le papier, puis après il a dit « Ah, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai commencé... » Je vous interromps. Ouais. Cette photo, c'est Gorbatchev âgé. Ah oui, d'accord. Âgé. Oui, c'est d'accord, plus récente, mais on le reconnaît à peine. Il y a toujours sa tache de vin qui est très... Je vous ai interrompu, c'est pas sympa. Vous étiez en train de dire que justement, il était dans le style, dans la forme, très différent déjà des autres. C'était une rupture totale. C'était une rupture totale. Et donc Quel est son projet quand il arrive au pouvoir ? Il est anti-communiste, il est anti-soviétique. Non. Quel est son... C'est ça. Il ne faut pas se tromper. Ce n'était absolument pas un révolutionnaire quand il arrive. Donc c'est quelqu'un qui veut tout simplement réformer le système qui est très vieux, qui est quasiment mourant. Et donc, il veut le revigorer, il veut lui redonner la vie. Et donc, en fait, il choisit tout de suite à faire la perestroïka, ça veut dire la reconstruction. La glasnost, ça veut dire la transparence. Et la... qu'est-ce qu'il y avait le troisième perestroïka, glasnost, et encore... En tout cas, des réformes économiques et sociales qui ont entraîné un rapprochement aussi avec l'Occident. D'où ma question, quelle était sa relation ? On le voit avec Vladimir Poutine, là, à l'image. Vladimir Poutine qui, on le voit, nous crée un mur entre l'Occident et lui. Gorbatchev et Poutine, alors ? Aucune. Gorbatchev ne connaissait absolument pas Poutine. Poutine, à cette époque-là, était personne. En 1985, Poutine était à l'Institut Andropov, il finissait sa formation. En 86, il est passé en RDA. Ils ne sont jamais connus quand Gorbatchev était dirigeant. Cette photo-là, c'est quand Poutine arrive au pouvoir. Au début, il joue un tout petit peu le démocrate, et c'est le réformateur, et il essayait de se légaliser avec Gorbatchev. Alors, je vais demander à
à la rédaction d'LCI d'avoir la gentillesse d'appeler Darius Rochebin dans les prochaines minutes, parce que Darius Rochebin, qui travaille sur notre chaîne, a interviewé à plusieurs reprises, me semble-t-il, Mikhail Gorbatchev. J'aimerais me tourner vers Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Vous étiez jeune journaliste lorsque... C'est une météore, parce que quand on a la culture de ce qu'a été l'Union soviétique pendant des décennies et qu'on voit cet assez jeune chef d'État arriver, on se dit que va-t-il faire ? Et Dieu sait qu'il a tout bouleversé, il n'a pas bousculé, il a bouleversé l'Union soviétique, provoquant d'ailleurs sa fin. Absolument, parce qu'il a cru que le système pouvait se réformer de l'intérieur. Et je me souviens que moi j'étais à Sciences Po à l'époque et ce modèle était assez prisé par les élites françaises en disant, et d'ailleurs par François Mitterrand qui était le président de la République à l'époque, il se disait c'est trop dangereux s'il y a une révolution, un effondrement, des bouleversements trop importants dans cet empire soviétique qui était quand même la moitié du monde en termes géopolitiques. Et donc on voyait d'un bon œil cet homme qui était quand même un communiste, un vrai communiste, mais qui en même temps multipliait les signes d'ouverture à l'Occident, et on se disait les choses vont se passer en douceur. Et en fait, il a été rattrapé par l'histoire. C'est-à-dire que les forces souterraines qui étaient à l'œuvre en Union soviétique, à la fois les forces et surtout dans tout le bloc de l'Est, à la fois les forces d'indépendance de ces pays de l'Est et les forces démocratiques, ont fait qu'il a été lui-même dépassé par sa propre œuvre et qu'il n'a pas pu empêcher l'effondrement. Il arrive au pouvoir en quelle année en URSS? En combien? 85. 85. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son bilan? J'allais dire, qu'est-ce qu'on apprend dans les livres d'histoire russe? Mais ça, c'est oublier ma question, elle est absolument stupide. Je regrette même d'avoir imaginé pouvoir vous la poser. Oublions les livres d'histoire russe de 2022. Mais selon vous, vous qui êtes un observateur de la chose russe, et je vous poserai la même question, Alain, concrètement, soyons concrets, qu'a fait cet homme à la tête de la Russie soviétique à partir de 1985? Donc 1985, il arrive au mois de mars, au début avril. Il essaie donc plénum du comité central qui annonce la mort de Tchernenko, et on l'enterre, et Gorbatchev est élu secrétaire général. Il devient aussi chef de l'État, c'est-à-dire président du présidium du Soviet suprême. Et donc à partir de là, il lance tout de suite quelque chose qui n'a pas été connu, ça veut dire il fait un grand discours, un grand débat. Comme Emmanuel Macron a fait en France, Gorbatchev lance un grand débat en Union soviétique. Et l'Union soviétique, vous imaginez, ce pays qui était enfermé, qui était derrière le rideau de fer, qui n'avait absolument pas l'habitude d'avoir... C'est un choc pour la population. C'est un choc. Et donc, mais la population attendait ça. En fait, cette ère de perestroïka, c'était dans l'air. En fait, déjà, on lisait le samizdat, tout le monde a lu, je crois que toi, là, tu l'as lu aussi. Moi, j'ai vécu à Zelenograd, la ville des scientifiques. Le samizdat, le truc anti-soviétique, c'est samizdat, ça veut dire auto-édité. Et donc, en fait, c'est les livres qu'on retapait à la machine, Solzhenitsyn et d'autres, en fait, qui se passaient de main en main, anti-soviétiques. Et là, en fait, il lance ça dans la société. Et la société a un tel choc qu'elle répond tout de suite. Parce qu'en fait, en gros, en fait, il a pris de l'anilbète et boum, ça donc, Gorbatchev arrive à la tête d'un État sclérosé. L'Union soviétique, en 1985, dirigée par un vieillard Kakoshim, voilà. C'est ça. Par deux vieillards Kakoshim. Tchernenko puis Brejnev avant. Bon. Rien. Dites-moi, que fait-il? Il libéralise la société. Il y a un peu plus de liberté d'opinion. En fait, il libéralise l'économie. Il y a un peu plus de possibilités. On peut monter un commerce indépendant. Tout de suite. Pas tout de suite. En fait, il a fait l'inverse de ce que les Chinois ont fait après. Ça veut dire qu'au lieu de libéraliser tout de suite l'économie, il a commencé par libéraliser la politique, le débat dans la société. Avec Gorbatchev, on a commencé à avoir le droit de dire tout n'est pas parfait en Russie. Voilà, à discuter, et donc à se prononcer d'une manière de plus en plus critique. Mais vous savez ce qui s'est passé, et Guillaume avait parfaitement raison. En fait, c'est une sorte de Tchernobyl. Ça veut dire que vous avez la cocotte minute, et dans la cocotte minute, il y a un réacteur nucléaire qui chauffe, et à un moment donné, qu'est-ce que ça produit ?
Ça produit la réaction de Tchernobyl, ça veut dire ça. Mais ça... Tchernobyl, parce qu'attendez, je pense à ceux qui nous regardent et qui n'ont plus tout cela en mémoire. Je pense même aux plus jeunes de ceux qui nous regardent. Cet homme que vous décrivez, qui arrive au pouvoir, qui veut moderniser le communisme, le rendre plus démocratique, plus humain, plus compatible avec l'économie de marché, même si ce n'est pas le capitalisme. Cet homme-là est pourtant celui qui va tuer l'Union soviétique et le communisme. Il ne fait pas exprès. Dans un premier temps, Tchernobyl, c'est important. Parce que Tchernobyl, c'est là qu'il se rend compte, un an après qu'il arrive au pouvoir, que le parti et l'État lui ment. C'est là qu'il découvre l'ensemble de à quel point le système est sclérosé. Et là, il dit, c'est là qu'il veut faire la réforme, en disant c'est plus possible. On ne peut pas avoir des centrales qui explosent, des gens qui nous mentent, etc. Il veut en fait faire de son pays un pays moderne. Il a aussi arrêté la guerre en Afghanistan, quand même, l'air de rien, c'est pas rien non plus. C'est lui qui a arrêté la guerre froide, c'est lui qui s'est mis d'accord avec Reagan pour faire les désarmements nucléaires. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Moi, si je prendrais... Il est, avec Reagan, le père du désarmement. Mais bien sûr, le désarmement, les premiers accords de désarmement nucléaire qui vont aller... Mais il a le prix Nobel de la paix en 1990. Et c'est marrant parce que pour moi, quand je vois cette image, je suis un tout petit peu plus jeune. Mes parents étaient abonnés à Newsweek et je me souviens du choc quand ils avaient découvert la pub avec Gorbatchev, avec un sac Louis Vuitton, devant les vestiges du mur à Berlin. Et le choc que ça avait créé, c'est-à-dire cette espèce de transition entre ce dernier président de l'Union soviétique et ce virage total. Et puis après, juste... Il avait fait une vraie pub, c'était lui-même qui posait ou c'était une pub détournée? Non, c'était lui-même. Une pub posait avec un sac Louis Vuitton devant le mur de Berlin. Avec ce côté méta totalement conscient des différentes grilles de lecture et des différents niveaux de lecture qui rendaient cette pub absolument iconique et fascinante. Et puis derrière, juste un mot parce que tout à l'heure vous posiez la question de ses relations avec Vladimir Poutine, qui était quand même pour le moins compliquée, parce qu'en 2009, il dit à l'agence de presse américaine Associated Press que le parti Gorbatchev, il dit du parti de Vladimir Poutine, le parti uni, et je le cite, que c'est la pire version du parti soviétique. Il dit que c'est qu'une bande de bureaucrates. Mais après, si vous voulez, je trouve qu'il y a quand même un durcissement dans son discours, parce qu'il faut quand même dire qu'il salue l'annexion de la Crimée en 2014, il la salue. Et il accuse les Américains de fomenter le retour d'une guerre froide avec leurs sanctions et leur attitude qu'il qualifie d'arrogante. Mais il ne s'est pas prononcé sur l'invasion russe en Ukraine précisément. Donc, c'est son assistant, son secrétaire qui parle... à sa place, et effectivement... Son interprète, justement, je l'ai sous les yeux, son ancien interprète qui, sur Fox News, juste avant l'invasion, dit la chose suivante: Gorbatchev a toujours prévenu des choses qui pourraient être très dangereuses pour se produire entre la Russie et l'Ukraine, mais il a toujours fait ce qu'il pouvait pour rapprocher ces deux nations, plutôt que de voir continuer de se creuser le fossé, que nous voyons maintenant s'élargir. Dont il est issu, me semble-t-il. Il me semble qu'il est d'origine russe et d'origine ukrainienne, également, Gorbatchev. Les amis, vous savez... Regardez, voilà, hop, voilà les notes de l'émission. Terminé, on arrête. Là, j'en ai d'autres sur Zaporijjia, on déchire tout et on va faire une spéciale sur Gorbatchev. Vous êtes d'accord? C'est un événement mondial. Vous êtes d'accord, Guillaume Roquette? Très bien. Premier point. Deuxième point, je vous repasse le micro tout de suite, mais on me dit dans l'oreillette qu'on est avec Christian Maigrelis, un Français qui a travaillé avec Mikhaïl Gorbatchev. Christian Maigrelis, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Vous venez de temps en temps sur le plateau d'LCI. Juste pour ceux qui vous connaissent peu ou mal ou pas du tout, qu'avez-vous fait, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait avec Mikhaïl Gorbatchev dans le passé? Eh bien, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans, les 2 dernières années de sa direction, sur 2 sujets. Le premier, c'était la perestroïka économique, c'est-à-dire la réforme de l'économie soviétique. Et la deuxième, c'est le rapprochement avec l'Union européenne, avec Bruxelles. Ah, ça me passionne. Faites simple, mais répondez à cette question. Est-ce que cet homme qui accède à la tête au sommet de l'Union soviétique, de l'URSS en 1985, au printemps 1985, est-ce que Gorbatchev a pour projet de libéraliser l'économie soviétique et de faire de l'Union soviétique, je ne sais pas, ce qu'est aujourd'hui la Chine, ou un pays en tout cas qui soit un petit peu conciliable avec l'économie de marché telle que nous la vivons en Europe? Est-ce que c'était son projet?
C'est devenu son projet. Il a accédé au pouvoir en 85. Et on peut dire qu'à partir de 86-87, c'est devenu son projet. Et il a été poussé dans cette direction par l'Académie des sciences, section économie de l'URSS, qui était peuplée d'économistes qui souhaitaient le retour de l'économie de marché en Union soviétique. Et c'est avec ces gens-là que j'ai lié très vite, et avec eux que j'ai travaillé sur le projet du plan des 500 jours, qui était le programme de libéralisation de l'économie soviétique. Et on va revenir juste sur le programme. Et une petite question quand même, Christian Maigrelis. Est-ce que vous étiez toujours en contact avec Gorbatchev et quand même une réaction comment vous avez réagi, vous, en apprenant la mort de Mikhail Gorbatchev ce soir? Écoutez, je me suis dit, très franchement, il est mort de chagrin. Voilà. C'est-à-dire? Pourquoi? C'est-à-dire que, voyant la situation dans laquelle la Russie est aujourd'hui, cet homme qui est parfaitement informé, ce qui c'est exactement ce qui se passe partout dans le monde, devait être catastrophé. Voilà. Quels que soient ses sentiments vis-à-vis de l'Ukraine, qui n'étaient pas des sentiments très fraternels. Je veux dire que les Russes, en général, avaient un jugement sur l'Ukraine qui était assez sévère. Lui en particulier. Donc, mais les choses se sont passées et se passent actuellement, alors qu'il n'a fait aucune déclaration, montre que c'est un homme qui devait être un peu désespéré de voir dans quel état se trouve la Russie aujourd'hui, alors qu'il avait laissé avec une espérance considérable. Les 2 dernières années de Gorbatchev ont été pour l'Union soviétique, non seulement pour la Russie, mais pour l'ensemble de l'Union soviétique, 2 années de rêve. C'est-à-dire que tout était possible. Tout était possible. Dites-moi, Christian Maigrelis, vous qui avez connu l'homme, parlons quelques instants, on va parler quelques instants de l'homme Mikhail Gorbatchev. C'était une personnalité qui avait de l'humour. On lui prête un mot, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît qu'à la fin de l'exercice de son pouvoir en Russie, au début des années 90, il aurait dit « Oh, le communisme est mort un peu partout dans le monde, il est mort en Europe ». Sauf peut-être en France. Il était capable de traits d'humour comme ça. Quel type de personnage était-il? Ce trait d'humour-là est parfaitement exact. Et dans son entourage, tout le monde rigolait en me voyant, en me disant « Vous êtes le seul qui a fait réussir le communisme. Alors expliquez-nous comment vous avez fait. » Et c'était mais c'était un homme qui avait pas mal d'humour. Lorsque j'ai plaidé le cas de l'Union européenne devant lui, en lui expliquant pourquoi il serait bon que l'URSS, en plus de ses relations directes avec les membres de l'Union européenne, ait un contact et un accord direct avec Bruxelles, il m'a demandé de lui expliquer ce que ça pouvait rapporter. Alors je lui ai expliqué ce qui se passait en ce moment-là, avec les anciennes républiques socialistes populaires qui s'étaient détachées de la Russie, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. Et il m'a laissé parler. Et puis, quand j'ai eu terminé mon petit discours, qui a dû durer 5-10 minutes, il s'est retourné vers le Premier ministre, qui était Valentin Pavlov, qui était un ami aussi, en lui disant en rigolant « Ah, mais j'ai compris, c'est ce qu'on fait avec l'Éthiopie. » C'est ce qu'on fait avec, j'ai pas compris. L'Éthiopie, ah oui, d'accord. L'Éthiopie, il y avait un accord de coopération entre l'URSS et l'Éthiopie, à l'époque où l'Éthiopie était communiste, et la Russie envoyait des produits agricoles, des ingénieurs, accueillait des étudiants, et par conséquent, il y avait une coopération économique. C'était la Russie qui amenait de l'argent et de la compétence. Christian Maigrelis, restez quelques instants avec nous. À la Poédie, vous étiez toute jeune dans les années 80, lorsqu'il accède au pouvoir en 85. Ça se termine quand pour Gorbatchev? 91. 91.
Il y a le coup d'État, on parlera du coup d'État, d'août 91, je me souviens, j'étais jeune journaliste de permanence au mois d'août. Les jeunes journalistes travaillaient au mois d'août pendant que les seniors étaient en vacances, et je me souviens d'avoir vécu cette nuit d'incertitude, de coup d'État communiste, sur laquelle s'était trompé Mitterrand. Oui. François Mitterrand, le président français, il n'avait pas vu venir le truc, il était presque pour les putschistes communistes. Il estimait deux choses sur lesquelles il s'est trompé. Ouais. Ça et le mur de Berlin. La chute du mur. Alors, la chute du mur, c'est important parce que c'est le dernier point vraiment sur lequel Gorbatchev aurait pu, enfin dans tous les cas précédents, dès que les pays de l'Est voulaient la liberté, les chars russes déboulaient. Gorbatchev, lui, n'a pas employé la force et a laissé s'effondrer le mur de Berlin. Et si le mur de Berlin s'est écroulé, parce que Gorbatchev est passé avant... avant le plénum du comité central du SPG, et en fait a fait évancer Erich Honecker. Honecker est viré quelques semaines ou quelques mois avant la chute du mur de Berlin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de la paix il y a 30 ans, c'est parce que c'est le seul dirigeant russe qui n'a pas fait verser une goutte de sang en entreprenant des réformes. Ah, faux. Les Pays-Bas. Lituanie, en Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique, 91, les Pays-Baltes, Azerbaïdjan, la Géorgie. Il y a eu. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il était? Il y a eu des révoltes, des révoltes, y compris en Géorgie, bain de sang, Bakou, bain de sang, Lituanie, bain de sang. Christian Megrelis, peut-être une petite réaction là-dessus. C'est vrai qu'on le décrit un peu comme un homme de paix, Mikhail Gorbatchev, mais c'est peut-être un peu trop simpliste comme description. Oui, c'est un homme politique, c'est pas un homme de paix. C'est un homme de paix quand il a intérêt à être un homme de paix, et quand il a intérêt à être sévère et méchant, il peut le devenir. Mais moi, je voudrais, puisque vous me donnez l'antenne, corriger une énorme erreur de l'histoire récente, de l'histoire de l'URSS. Les Russes sont tous persuadés que l'URSS a été démantelée par Gorbatchev. Oui. Or ça, c'est complètement faux, et j'en ai été le témoin personnel. J'ai vu comment les choses se sont passées du Kremlin même, et je peux vous dire que Gorbatchev tenait à l'URSS comme à la prunelle de ses yeux, et que si l'URSS a été divisée, c'est par Boris Yeltsin, c'est parce que Yeltsin n'arrivait pas à être élu au comité central du PCUS, qu'il était au secrétaire du PC russe, il n'arrivait pas à se faire élire au PCUS, il a inventé ce stratagème de retour au traité de 1922 pour le détricoter et donner l'indépendance à l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est une chose importante, à l'Ukraine, à la Bélarus et aux républiques européennes. Christian Megrelis, je vous entends, vous écoute tous. Donc cet homme réformateur qui arrive à la tête de l'URSS en 1985, qui va initier le changement, on entend parler de transparence, glasnost, de perestroïka, il mène des réformes sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan démocratique. La presse, ça change un peu. La liberté d'opinion arrive. L'international. Sur les questions internationales. Ouverture totale des relations avec l'Occident. Il voit Reagan, il dénucléarise. Voilà. Il voit Thatcher, Madame Thatcher. Cet homme-là va réveiller la contestation, enfin en tout cas pas la contestation, les puissances réactionnaires. Il va y avoir des communistes purs et durs qui vont, j'imagine, dire mais qu'est-ce que c'est que ce type qui se prend pour un occidental et qui veut transformer Moscou en New York? C'est ça, Ligatchov. Et il a fait aussi une faute, c'est qu'il a fini par faire nommer, parce qu'en fait il change déjà une chose aussi. Dans l'histoire de l'Union soviétique, le Parti communiste, il y avait l'article numéro 6 de la Constitution qui est réservé au Parti communiste la mainmise sur le seul parti devait être le Parti communiste. Il a fait changer la Constitution. Et donc il a fait enlever cet article 6 et il a changé son poste. Il a créé le poste de président de l'Union soviétique électible directement. Et donc il a été élu à ce poste, mais son problème, c'est qu'il a fait nommer comme vice-président Gennady Yanayev, qui c'est son ami d'enfance. Et c'est ce Gennady Yanayev
qui était devenu le chef de file des conservateurs. Voilà. Et donc, c'est lui qui a fomenté le coup d'État avec Vladimir Khrouchtchev, le chef du KGB, avec les militaires, avec aussi quelques conservateurs dans le parti communiste. Et ça lui a coûté, d'ailleurs, presque coûté la vie. Parce qu'en Crimée, vous savez, cette Crimée, il était à côté de Sébastopol, il était dans la datcha des Soviétiques. En vacances. À Yalta. Enfin, à côté de Yalta, à Foros. Et il a été emprisonné là-bas quasiment par le KGB. Et sauvé par Boris Yeltsin. D'abord, c'est Boris Yeltsin qui le sauve. Alors racontez-moi, vous connaissez, racontez-moi justement le coup d'État d'août 1991, rapidement, en 2 minutes. Hein. Dimanche, il est au pouvoir depuis 6 ans. Dimanche 18 août. Tout le monde se réveille à 6 h du matin avec le lac des Cygnes, le fameux ballet, le lac des Cygnes. À la radio À la radio, télé, partout. Il n'y a plus que ça. Et on sait que depuis les 3 morts des secrétaires généraux, que ça veut dire que le secrétaire général est mort. Ouais. Mais Gorbatchev est jeune, et donc on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on voit des figures très mornes qui apparaissent, qui font une réunion dans laquelle ils disent le secrétaire général est malade, il est incapable de poursuivre sa tâche et donc on va le remplacer. Il y a un comité de salut public qui vient d'être créé. À la tête de ce comité, Yanayev, le vice-président. Le président est démis de ses fonctions. Actuellement, il se trouve à Foros, mais il est médicalement assisté. Il est quasiment... Enfin, il monte par rapport à ça. Et donc ça se passe à une conférence de presse avec la presse internationale. Et ce Yanayev, c'est un alcoolique. Il lit son truc et tout le monde a compris que le putsch en fait était raté parce qu'il y avait ses mains qui tremblaient. Donc il avait une feuille de main et ses mains faisaient ça. Et on a compris qu'en fait la main forte qu'il voulait représenter, quand elle tremble comme ça, Alors, dans la journée ensuite, il y a les chars de la Tamanskaya, des 2 divisions blindées qui la Tamanskaya et la Kantemirovskaya, qui sont les deux divisions de la force de réaction rapide, qui sont les 2 divisions blindées qui entourent Moscou. On leur demande de rentrer dans la ville. Et là, d'un seul coup, on voit arriver par les différentes portes de la ville les colonnes de blindés qui rentrent et qui vont jusqu'à la Maison-Blanche, sur le bord positionner partout, qui est en fait le Parlement, et en face de et là, les gens, et ça a été incroyable, commencent à descendre dans la rue et à interpeller les jeunes soldats qui sont dans leurs tanks. C'est là que Yeltsin monte sur l'un des tanks, et se met à haranguer la foule, qu'il y a fraternisation entre les soldats des 2 divisions et les manifestants, et que finalement, le putsch échoue complètement. Et Yeltsin lui a envoyé en 3 jours. Je crois que c'est Routskoy qui doit lui envoyer l'équipe qui va le chercher avec à l'époque. Le ministre conseiller de l'ambassade de France qui était dans l'avion avec eux. Et qui descend à Foros pour le récupérer, s'assurer qu'il est en vie et qu'il ne sera pas exécuté, parce que c'était quand même un risque, et le ramène à Moscou. Néanmoins, en arrivant à Moscou, Yeltsin l'humilie et montre que c'était désormais lui le chef. Et l'affaire commence. Alors, juste les amis, il est 23h tout juste passé. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle l'information donc de la soirée. L'ex-dirigeant russe, Mikhail Gorbatchev, est donc décédé ce soir à l'âge de 91 ans. C'est un hôpital russe qui l'a annoncé donc dans la soirée. Dernier président de l'URSS de 85 à 91. Il a mené toute une série de réformes politiques et économiques pour moderniser et démocratiser l'Union soviétique. On a retrouvé des petits extraits pour l'entendre, le voir, Mikhail Gorbatchev, notamment lorsqu'il disait que le système, l'URSS, était à bout de souffle. Regardez cette séquence. Ce système était à bout de souffle. Il était dépassé. C'était évident, car il menait une politique autoritaire. Le Parti communiste et l'appareil administratif exerçaient un contrôle total. Comme vous pouvez le constater, toutes mes initiatives novatrices se sont heurtées à la résistance de la nomenclatura. C'était tout le temps la même chose. Le Parti communiste, au lieu de prendre la direction des affaires et de mettre en œuvre la perestroïka, a commencé à freiner tout le processus. Voilà, le système de l'URSS à bout de souffle. Est-ce que les Russes de Poutine lui en veulent pour la chute de l'URSS? Il y a eu un sondage réalisé en février 2017.
7% des personnes interrogées disent qu'elles éprouvent du respect pour lui. 7% seulement. Ouais. Parce qu'il est, on le blâme pour la chute en fait, de l'URSS. D'abord, il était adoré. Il était adoré parce qu'en fait, il a provoqué un tel choc par son ouverture que les gens étaient là. Et vous savez, il a commencé à changer aussi les institutions. On a vécu quand même le grand débat pendant 2 ans, je crois. Tous les jours, on avait le Conseil, le Soviet suprême. En fait, il a même changé après le nom. C'est devenu le Congrès des députés du peuple. Donc, il a organisé les élections. Les nouvelles élections démocratiques, il y a plein de gens qui ont eu le droit de se présenter. Donc, il a élu ce congrès. Et dans ce congrès, il a organisé les débats qui commençaient à 9h du matin et qui finissaient à 22h le soir. Et tout le pays a passé 1 an à regarder ces débats, à débattre, à échanger des idées. Mais à un moment donné... Les Russes ont voté pour la première fois de leur vie, d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Enfin, ils ont voté avant, mais avant, les élections, vous savez, c'était une obligation. Bien évidemment, tout le monde... Il n'y avait qu'un parti. Il n'y avait qu'un parti, c'était 98%. Et les petits bonbons, les confiettes qu'on distribue. C'est ça. Et donc, c'était les vraies élections. Et en fait, il a organisé aussi le référendum sur l'Union soviétique. M. Megrellis a parfaitement raison en disant qu'il tenait absolument à l'Union soviétique, donc il sentait que c'était quelque chose qui était en déperdition, et donc le 18 mars 1991, il a organisé ce référendum, et ce référendum, il a gagné. Il a eu quand même 70% de soutien. Donc voulez-vous que l'Union soviétique demeure, c'est ça? Absolument. D'accord. Absolument. Et donc, en fait, il préparait, après la signature de la nouveau traité de l'Union, il voulait réformer aussi cette Union soviétique. En fait, il voulait construire un État plus moderne, un État avec plus d'autonomie vers les républiques soviétiques, etc., etc. Le problème, c'est que c'était déjà trop tard. Parce qu'à partir de 1989, il y a eu des contestations dans les républiques. Il y a les républiques qui ont commencé à proclamer leur indépendance, dont l'indépendance de l'Ukraine, que nous avons fêté le 24 août. En réalité, c'était le 16 juillet, parce qu'en fait, ça a été voté le 16 juillet, puis après, ils ont changé au bout de quelques années pour le 24 août. Et donc, en fait, ce processus était tellement fort, tout d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs, Renaud, je vous disais qu'il y a eu quand même aussi quelques problèmes, y compris le versement de sang, parce qu'il a quand même réprimé dans 4 endroits ces contestations. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Gorbatchev vient télescoper l'objet de nos émissions tous les soirs, la guerre en Ukraine. D'ailleurs, comment Poutine va-t-il digérer cette information? Que va-t-il se passer? Va-t-il pleurer à des commémorations officielles, etc. Car au fond, cet homme qui a mis un frein à la dictature communiste est aussi le dirigeant soviétique le moins aimé encore aujourd'hui. Paradoxalement, les Russes préfèrent Staline à Gorbatchev. Oui. C'est ça. C'est ça. En fait, l'explication par rapport à ça, elle peut paraître même assez simple. Parce que, vous savez, à la dislocation de l'Union soviétique, chaque des 15 républiques soviétiques est devenue un État indépendant. Oui. Et donc, la Russie est devenue la fédération de Russie actuelle et a retrouvé la liberté sous Yeltsin. Mais la liberté, c'est quelque chose, en fait, les gens, quand ils parlaient dans les rêves, c'est génial, l'idéal est beau. Mais quand dans la vie réelle, on vous enlève toute la paternité de l'État et on vous dit, débrouillez-vous, maintenant c'est vous-même qui devez assumer tout par rapport à votre famille, sauf qu'on ne vous a absolument pas préparé pour ça. Vous n'avez pas les cartes en main. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui ont échoué dans ça. Et bien évidemment, on n'assume jamais son échec et on cherche quelqu'un à qui reprocher. Alors, comment Gorbatchev est-il considéré par les Ukrainiens? Je parlais avant la guerre. Que pense-t-on de cet homme en Ukraine? Les Ukrainiens ont beaucoup de respect, beaucoup plus de respect à Mikhail Sergueïevitch, plus que les Russes, parce qu'on sait très bien que c'est grâce à cette action de, je dirais, destruction de l'Union soviétique que les Ukrainiens ont obtenu leur indépendance, et disons, sans faire la révolution, sans verser le sang, parce que les histoires de l'indépendance en Ukraine, ça date depuis toujours, parce que vous connaissez déjà depuis, malheureusement, cette guerre, on en parle souvent, que ça fait 300 ans que l'Ukraine essaie de se battre pour son indépendance,
avec plus ou moins d'intensité, sans jamais agresser. Mais là, c'était vraiment une sorte de rêve qui s'est réalisé pour les Ukrainiens. Enfin, l'indépendance et surtout dans le calme et dans la paix. Vous êtes à l'époque toute jeune, vous avez des souvenirs de l'arrivée de Gorbatchev et du changement que l'arrivée de Gorbatchev va provoquer dans votre famille et chez vous. Absolument. Des exemples. Oui, bien sûr, parce que, par exemple, quand il a commencé à parler à la télévision, quand il avait ce congrès suprême où il tenait la parole en s'adressant directement sans lire, mes parents étaient en train de noter ce qu'il disait, ce qui n'est jamais arrivé. Mon père était communiste, mais bon, communiste un peu comme ça par la forme, parce qu'il fallait, pour sa carrière, il fallait être membre du Parti communiste. Mais là, je voyais mes parents qui, même si on mangeait, en fait, ils laissaient tomber les enfants, débrouillez-vous, et il notait, il conspectait pour relire et pour discuter après, parce que c'était tellement inimaginable, vous pouvez même pas vous rendre compte à quel point c'était la rupture totale avec la société qui était cadrée. On n'avait aucune liberté. Et bien évidemment, le KGB était omniprésent pour n'importe quoi. Je sais que mon père, il avait une position assez importante. Il était appelé parce que son usine qu'il gérait, il avait aussi les liens à l'étranger et il lui est arrivé de partir à l'étranger. Et chaque fois, il fallait qu'il passe, comme on disait ça, galavamoïka, c'est-à-dire on lui lavait la tête, le cerveau, il revenait, il devait s'expliquer surtout. Et là, finalement, ce qu'il disait, ce que les parents avec les amis disaient dans la cuisine, en baissant les voix, en fermant les stores pour que personne n'entende, du coup, on entendait à la télé de la part de cet homme, de Mikhail Sergueïevitch. Donc pour nous, c'est un vrai libérateur. Et aussi, il faut savoir qu'en parallèle, la société était préparée parce qu'il y avait cette vie souterraine, un peu en Union soviétique, double vie. Tous les gens qui pouvaient, ils menaient cette double vie. C'est-à-dire, il y avait une vie officielle, on se présentait en tant que communiste, on allait au travail, on avait une position et on parlait, voilà, on votait ce qu'il fallait dire, on levait la main quand il fallait. Et quand on rentrait ou ailleurs, on discutait, on critiquait, on savait tous les problèmes de l'Union soviétique, tout ce qui manquait, les problèmes de liberté, notamment en Ukraine, on parlait beaucoup de l'indépendance, on écoutait la radio, Radio Svoboda, la liberté ou la voix de l'Amérique. La nuit, mon père, il a fait une antenne et on passait les nuits, pas les nuits, mais très tard la nuit, très en douceur, on écoutait. Il avait bricolé une antenne de radio. Une radio spéciale, voilà, pour les ondes courtes, parce que c'était comment il y avait brouillé, c'était brouillé par l'Union soviétique. Pour capter la voix de l'Amérique. Voilà, la voix de l'Amérique, une radio et l'autre, voilà, on écoutait plutôt voix de l'Amérique et la Svoboda, la liberté. Donc, il y avait tout ça. Et après, finalement, on a commencé à avoir cette espèce d'arrivée de liberté pour faire le commerce. Mais tiens, parce qu'il y avait toujours... Vous savez, les magasins étaient assez vides. À Kiev, où j'ai habité tout le temps, c'était la vie paradisiaque, parce que par rapport à ce qui était un peu plus loin, sans parler de la Russie profonde, là, les rayons étaient vides. On vendait que les conserves de choux, souvent. Et chez nous, on avait plus de choses, plus de choix. On avait aussi les circuits pour nos maintenant clôturer. Mais c'est pour dire que les Ukrainiens ont commencé à se débrouiller, par exemple, pour revendre les choses, mais officiellement... Tout ça, ce que vous racontez, c'est... Ce soleil qui resplendit à nouveau sur l'Ukraine, c'est milieu des années 85, c'est l'arrivée des années 80. 86. C'est 86. 86, 7, c'est l'arrivée de Gorbatchev. Et là, tout le monde a commencé à respirer. Et en tout cas, en Ukraine, les Ukrainiens, les gens assez indépendants aussi, beaucoup d'initiatives qui se sont créées. Les marchés sont apparus où on pouvait revendre ses vêtements, avoir de l'argent directement. C'était interdit. Grand bouleversement économique et social. On commençait à privatiser les appartements, c'était interdit, parce que tout était en commun. On était attachés là où on vivait. Mais là, on avait cette possibilité de privatiser son lieu d'habitation. Et bien évidemment, cette vague était déferlante, parce qu'elle a déferlé sur toute l'Union soviétique, en commençant par la Russie, jusqu'à Ouzbékistan, Tadjikistan, jusqu'à la Sibérie. Chacun à sa manière, quand il a compris ce qui s'est passé, a essayé de se débrouiller pour
vivre et respirer. Mais donc c'est devenu, pardon de le dire comme ça, mais quand je vous écoute aussi exalté, ce Gorbatchev-là, celui de 86, 87, 88, c'était une idole, j'imagine, pour vos parents. C'était une idole, sauf pour ceux qui a privé, bien évidemment, de leurs biens, de leur position et aussi de leur future carrière, parce que tout était hiérarchisé. Sauf donc les apparatchiks du Parti communiste. Christian Megrelis nous attend, donc on lui posera la question dans un instant. Je vois que vous réagissez. Sergueï, vous dites non, c'est pas tout à fait une idole. C'est plus compliqué, c'est plus complexe que ça. Parce que, par exemple, le premier discours dont elle a parlé, moi, je l'ai écouté aussi. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre Éclaireur. Moi, j'étais au KGB à cette époque. J'étais à l'école du KGB, 85. Et donc, on écoute. En fait, je note que dans son discours, j'ai noté 80 fois, il a dit « il faut ». Donc, en fait, c'était le discours « faut yaka ». Faut yaka. Et dans aucun moment, il disait... Et pour faire ça, faisons ça, ça et ça. Dans l'appareil de sécurité. Déjà, c'était énorme. Énorme. Mais c'était un l'appareil de sécurité, c'était des sacrées questions. Parce que moi, en 86... L'appareil de sécurité. Mais oui, en 86, c'est la perestroïka. Pour la première fois, ils autorisent des Occidentaux et des journalistes occidentaux spécialisés de défense à visiter l'école des troupes aéroportées de Ryazan, où sont formés les jeunes officiers du GRU, qui vont venir normalement travailler sur nos arrières en cas de guerre. Et on fait une soirée, moi j'y vais, donc... en 86, vous êtes préadolescent, vous, en 86? Malheureusement pas. J'ai 26 ans. En 86, vous êtes déjà journaliste accrédité défense. Oui. Pour le quotidien Libération. Et donc au Matin de Paris. Matin de Paris. Et vous allez à l'époque... Je pars passer mon brevet parachutiste avec les parachutistes soviétiques à l'école des troupes aéroportées de Ryazan, où on passe une soirée avec des jeunes qui ont notre âge et qui vont être, normalement, qui sont préparés, c'est les forces spéciales. Les Spetsnaz. C'est les Spetsnaz qui sont censés venir faire péter les trucs chez nous et qui parlent tous français, puisqu'ils ont appris le français, et qui, à la fois, sont ravis. C'est la première fois qu'ils rencontrent l'ennemi. Chez eux, alors que dans leur baraque, dans leur caserne, là où ils vivent, il n'y a que des photos de chars français, de matériel, etc. Enfin, c'est incroyable. Et donc, eux parlent français. Et on a cette espèce de soirée incroyable parce qu'eux pensaient jamais qu'ils pourraient nous voir. Avant de venir. Et à la fois, ils ont énormément d'interrogations. Oui, c'est la première fois qu'ils voient. C'est la première fois qu'ils voient l'ennemi capitaliste. Exactement. Vous êtes l'ennemi capitaliste. Absolument. Ouais. Et à la fois, ils découvrent que finalement, on n'est pas si différents qu'eux. Nous, on découvre leur façon d'être. Ils reviennent tous d'Afghanistan. Enfin, ils ont tout leur cadre. Pardon, mais ça fait marrer Guillaume Roquette du Figaro Magazine quand je dis que vous êtes l'ennemi capitaliste. Mais oui, ce qui est passionnant, c'est que ces années Gorbatchev, c'est l'année où tout est bouleversé. Parce que pendant que Didier raconte cette histoire, moi je fais mon service militaire dans un régiment de reconnaissance et j'apprends par cœur tous les grades et des forces du pacte de Varsovie, toutes les silhouettes des chars russes, des 64, des 72, des 80. Parce que en France, l'Occident n'a pas encore compris ce qu'allait être l'ampleur de ce choc. Et donc, au début, on se dit, c'est toujours notre ennemi, c'est toujours l'ennemi héréditaire. Et en fait, il va falloir que petit à petit, la chape de plomb se lève, et pas seulement à l'intérieur de l'URSS, mais aussi dans les autres pays d'Europe de l'Est. On a vu des images là où on voit Gorbatchev rencontrant de façon chaleureuse avec son épouse Jean-Paul II. Jean-Paul II qui a joué un rôle important dans le soulèvement contre le communisme. En Pologne, en 1988, Gorbatchev autorise le pouvoir à se rapprocher de Solidarność, c'est-à-dire l'opposition de Lech Walesa au communisme. Et en fait, quand l'Union soviétique va tomber, avant, il y a eu les soubresauts, d'abord de l'ouverture du rideau de fer à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, et évidemment la chute du mur de Berlin, qui sera l'événement symbolique que tout le monde retiendra. Alors, on va revenir quand même sur la situation actuelle et le sujet qui nous intéresse depuis 6 mois maintenant, cette invasion russe en Ukraine. Et je voulais qu'on y revienne avec Christian Megrelis, qui est toujours au bout du fil avec nous, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. On le disait, il s'est prononcé pour l'annexion de la Crimée en 2014. En revanche, il ne s'est pas prononcé concernant l'invasion russe, là, il y a 6 mois, la fameuse opération spéciale. Est-ce qu'en soi, Christian Megrelis, il faut prendre ça pour un message de contestation de la part du dernier président de l'URSS ?
Écoutez, l'invasion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine sont deux choses complètement différentes. Il ne faut pas oublier que la Crimée a été confiée à l'Ukraine par Khrouchtchev et qu'avant, la Crimée était russe. Bon. Donc, c'est une propriété que l'Ukraine a gardée quelques dizaines d'années. Ça n'est pas... ça a été donné par un décret de Nikita Khrouchtchev. Et il n'y a pas eu de consultation d'aucune population et ça peut être révoqué par un décret du successeur de Khrouchtchev. Donc de ce côté-là, et je crois que les grandes puissances l'ont bien compris, le cas de la Crimée était moins sévère, moins difficile que le cas de l'Ukraine. La Crimée était une ancienne possession de la Russie qui avait été donnée à la Crimée par Khrouchtchev pour acheter les voix des Ukrainiens pour son élection au poste de secrétaire général du PC de l'Union soviétique. Voilà pourquoi je pense que Gorbatchev a spontanément donné son feu vert pour l'annexion de la Crimée. Par contre, il n'a pas dit un mot sur l'invasion de l'Ukraine. Et je pense qu'il n'a pas dit un mot parce que son état de santé ne lui permettait pas. Mais au fond de lui, cet homme avec lequel vous avez travaillé pendant qu'il dirigeait l'Union soviétique pendant 2 années, cet homme, Mikhaïl Gorbatchev, qui a donc dirigé l'Union soviétique de 85 à 91, quel était, d'après vous, le connaissant, son état d'esprit vis-à-vis de Poutine, du mépris Écoutez, c'était un homme qui était très conscient de son rang, de son intelligence, et par conséquent, vis-à-vis d'un petit jeune comme Poutine, parce qu'à l'époque, Poutine était quand même très jeune, son opinion ne devait pas il ne devait pas considérer Poutine comme un interlocuteur à son niveau. Non, mais je vous parle du Poutine qui est au pouvoir depuis les années 2000. Voilà, que pense-t-il de cet homme jusqu'à ces derniers mois? Moi, je pense qu'au début, les 10 premières années de Poutine, entre 2000, puisque Poutine a pris le pouvoir en 2000, entre 2000 et 2010, il n'avait rien contre Poutine, et je crois que personne n'avait rien contre Poutine, parce qu'à l'époque, il n'avait pas pris son virage totalitaire. C'est depuis 2010 que les choses se sont gâtées. Et là, je pense que l'opinion qu'il avait de Poutine n'était plus une bonne opinion, mais plutôt un retour à ce qu'il y avait de pire et de ce qu'il avait combattu de pire dans l'URSS. Olivier Ravanello, merci. Restez avec nous, Christian Maigrelis, si vous le souhaitez. Ce soir, tout est ouvert. Nous n'avions bien évidemment, par définition, pas construit et bâti cette émission, puisque c'est pendant que nous faisions notre émission sur l'Ukraine, ce qui fait que nous avons, tous les experts qui sont ici, que nous avons appris la disparition, la mort de Mikhaïl Gorbatchev à l'âge de 91 ans. Nous sommes rejoints à l'instant par Olivier Ravanello, visage que vous connaissez bien, qui fut correspondant de TF1 et d'LCI à Moscou. Quelles années, Olivier ? 2005-2009. 2005-2009. Même question d'après vous. On va bien évidemment revenir sur Gorbatchev et sa trajectoire, mais même question pour rattacher la mort de Gorbatchev à la situation actuelle. Que va avoir envie de faire Poutine ? Est-ce que Gorbatchev fait partie de son panthéon à Poutine ? Est-ce que Poutine respecte cet homme ? Est-ce qu'il le méprise plutôt, l'homme qui a tué le communisme, la puissance de l'URSS, en voulant faire de l'URSS un pays compatible avec l'économie de marché, par exemple ? Que pense Poutine à cette minute ? Je pense que Poutine vient d'apprendre que Gorbatchev n'était pas mort, qu'il vient de mourir. Pour lui, politiquement, ça fait des années qu'il est mort. Gorbatchev n'existe plus. Gorbatchev est sans doute l'homme politique le plus détesté des Russes. Il a essayé de se représenter à des élections présidentielles. Je crois qu'il a eu 400 000 voix. Il a fait 0,5% des voix. L'histoire ne retient que les héros ou les salauds. Gorbatchev était un réformateur. Il a été balayé par le cataclysme qu'a été la chute de l'URSS.
qu'il n'a pas pu contrôler, qu'il a essayé de contrôler, qu'il a essayé d'accompagner. On y reviendra sans doute. Ça mérite, je pense que les années de glasnost, de réforme, de dégel qu'a essayé de porter, que portait Gorbatchev sont extrêmement importantes à re-raconter, parce qu'en creux, elle raconte tout ce que n'est pas la Russie aujourd'hui. Cette Russie qui fait la guerre à l'Ukraine, cette Russie qui, avec l'élite intellectuelle qu'elle a et qu'elle avait et qu'elle a toujours, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit mathématique, qu'elle soit ingénieure, cette Russie avec la potentialité organique de son sol, de l'étendue de son territoire, tout ce qu'elle aurait pu être, tout le potentiel qu'elle avait. Gorbatchev avait encore conscience de ça et se disait l'URSS, en tant qu'idéal politique, peut être mis en cause. Il n'empêche que ce rêve et l'homo soviéticus qui a été bâti peut encore faire des choses qui portent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Poutine a complètement cassé ça. Il y a dans l'histoire de l'URSS une dialectique qui est d'un côté une grande réforme économique qui porte un projet de société extrêmement généreux et ambitieux, et de l'autre côté, une hyperpuissance. L'hyperpuissance, elle est militaire, c'est Staline. Le grand projet économique, on l'a vu dans des dirigeants comme Khrouchtchev qui essayent de réformer et comme Gorbatchev qui essaye de réformer. Poutine est l'héritier de Staline. Il est dans une approche « je suis une grande puissance qui s'impose par la force ». Gorbatchev essayait de réformer l'URSS pour qu'elle s'impose par autre chose que la force. Il avait compris, avec Andropov très tôt, que la course à l'armement allait les engager dans une impasse. C'est ce qui s'est passé. Et ça a été la force de Reagan. Il les a embarqués dans une course, ce qu'on a appelé la guerre aux étoiles, qui, au final, a fait que l'URSS s'est effondrée parce qu'elle a dépensé tellement d'argent pour construire des armes qui, au fond, ne servaient à rien, plutôt qu'à investir dans autre chose et dans l'économie. Et c'est ça, Gorbatchev. Mais aujourd'hui, dans la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, tout ça a été oublié et il ne reste plus que la recherche de la force, de la puissance retrouvée, qui ne correspond pas à ce qu'était cet homme. Et vous dites qu'il est mort depuis longtemps, donc aux yeux de Vladimir Poutine. Si on se projette un petit peu, il y aura des funérailles organisées. Est-ce que ce sera pour Mikhail Gorbatchev des funérailles en grande pompe? Est-ce que Vladimir Poutine va organiser ça ou non? Ce sera, à votre avis, quelque chose de plus discret? Je crois qu'il sera obligé d'organiser quand même des funérailles assez importantes. Après, est-ce que ça va être le deuil national? Je doute. Je doute, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est quand même une figure, mais c'est vrai qu'avec l'impopularité de Gorbatchev auprès des Russes, c'est difficile de récupérer politiquement. Quel chef d'État étranger serait... Oui, il y a les chefs d'État étrangers, effectivement, qui peuvent venir, qui peuvent pousser, mais il y en a combien qui seraient invités et qui viendraient? Nul n'est prophète en son pays. Voilà, sans doute. Ce soir est mort le chef d'État de l'histoire de la Russie, le plus aimé des Occidentaux, mais le plus détesté des Russes. Darius Rojbin nous rejoint. Bonjour Darius. Bonjour, bonsoir. Vous interviewâtes par le passé, plusieurs fois ou une fois? Plusieurs fois. Un nombre de fois. Pendant plus de 20 ans, j'ai interviewé régulièrement Gorbatchev. Et d'abord, ça me fait quelque chose, parce qu'effectivement, c'est une période, mais dans notre vie à tous, c'est vraiment un morceau de mémoire collective. Mais pour répondre à votre question sur Poutine, moi j'ai interviewé Poutine à une reprise en revanche, et lui m'avait dit combien il méprisait Gorbatchev. Et il y avait pour lui un mépris total de Gorbatchev, qu'il regardait comme un mou, comme quelqu'un de vaniteux qui s'était laissé rouler dans la farine par les Occidentaux. Et il y a un lien très direct avec la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour Poutine, Gorbatchev prenait la responsabilité historique d'avoir dit aux Occidentaux « Ah, vous êtes tellement merveilleux, vous voulez faire la paix, je vous fais confiance, vous n'allez sans doute pas étendre l'OTAN en notre direction, pas besoin de l'écrire, c'est une promesse orale et tout va bien ». Et vraiment, dans la vision de Poutine, d'une certaine manière, Gorbatchev était l'anti-Poutine. L'homme qui n'a pas voulu recourir à la force, un peu, il s'est laissé aller dans l'affaire des pays baltes sur la fin, mais à part ça, c'est toujours l'homme qui a choisi plutôt la non-violence. Il y avait vraiment chez lui une pulsion non violente, de fils de paysans, tout à fait dans le parti. Il était dans la ligne du parti à l'origine. Il dit même « j'ai été stalinien, j'ai crié « Vive Staline ». Vous savez, il y a cette scène incroyable. Il était allé aux funérailles de Staline en mars 1953. Et le tout jeune Gorbatchev, qui commençait quand même à réfléchir sur ce régime tellement odieux, a eu ce face-à-face avec le cadavre du vieux Staline sur son lit de mort. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment deux Russies tout à fait opposées.